Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va recevoir un athlète, pas uniquement au sens de sportif, mais aussi au sens de pratiquant de l'athlétisme. C'est une discipline que je connais un peu mieux, même si, pour ma part, c'est sur des distances beaucoup plus longues. On va échanger avec un spécialiste du 60 mètres en salle et des 100 et 200 mètres, que ce soit en salle ou en stade. Il est 6e des championnats d'Île-de-France senior sur 100 mètres, il gagne les championnats d'Île-de-France espoir sur 200 mètres, il est 3e en série en championnat de France à Albi cette année sur 200 mètres, ce qui le classe 11e français sur le championnat. Il a des marques à 10 secondes 49 centièmes sur 100 mètres, à 91 centièmes du record de monsieur Usain Bolt qui est à 9 secondes et 58 centièmes. Il a une marque à 21 secondes et 9 centièmes sur 200 mètres pour comparer toujours à monsieur Usain Bolt qui est à un peu moins de 2 secondes avec une marque à 19 secondes et 19 centièmes. Plus jeune, il a pris le bronze au championnat de France sur 200 et sur 4 fois 200 mètres en salle. Il a remporté une médaille d'or et 2 médailles d'argent au championnat de France élite interclub. Il est vice-champion de France sur 4 fois 100 mètres et je passe encore beaucoup de ses résultats quand il était plus jeune. Et tout ceci en combinant avec un sport-études aux États-Unis, un parcours universitaire en France à Paris-Dauphine et en ayant intégré en septembre dernier la prestigieuse école de commerce française HEC Paris. Je suis très heureux de recevoir Monsieur Patrice Esele-Sassa. Salut Patrice. Salut, merci beaucoup pour l'invitation, plaisir partagé. Eh ben écoute Patrice, je suis très heureux de te recevoir. On a pu échanger un petit peu il y a quelques jours et puis tout à l'heure. Je sens la bonne humeur, la joie, le plaisir de vivre chez toi et ça fait plaisir, ça donne la banane. Toujours le sourire aux lèvres et toujours la positivité. Donc je suis vraiment très motivé pour ce podcast et let's go. Alors on va pas aller aussi vite que sur 100 mètres ou 200 mètres, on va plutôt être sur du long, sur un semi-marathon bien tourné. Ce que je te propose déjà Patrice, c'est de te présenter. Dis-nous tout, qui est Patrice Esele-Sassa? Écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Patrice Esele-Sassa, j'ai 26 ans, je suis né à Paris et j'ai toujours vécu en banlieue parisienne. Là, actuellement, j'habite dans le 95 à Sarcelles et c'est ici même que je pratique de l'athlétisme à haut niveau. Donc mes spécialités, comme tu l'as dit, sont le 100 mètres et le 200 mètres. Mais en parallèle du sport, je fais aussi des études. Donc ça fait plusieurs années que je combine le sport de haut niveau et les études. Pour cette année, j'ai commencé un master à HEC Paris, qui est considéré comme la meilleure école de commerce en Europe. Et c'est la première fois qu'ils accueillent un athlète dans leur école. Et pour marquer le coup, ils ont décidé de m'accorder un aménagement d'emploi du temps. Donc voilà, mon emploi du temps, il est vraiment fait de telle sorte à ce que je puisse m'entraîner toute la semaine. Donc j'ai des cours le lundi matin et le mercredi matin. Et le reste du temps, c'est du travail perso et des entraînements.
Et à côté de ça, je suis aussi très engagé d'un point de vue associatif. Cette année, j'ai été président d'une association tournée vers l'Afrique. Mais pour cette année, en tout cas, c'est une grosse année, comme tout le monde le sait, c'est les Jeux Olympiques de 2024. J'ai décidé de mettre un petit peu en suspens mes activités, de me concentrer vraiment sur l'essentiel, qui est le sport et les études. Sportif de haut niveau et étudiant de haut niveau, parce que HEC, c'est une des meilleures écoles en Europe, mais c'est quand même aussi une des meilleures écoles dans le monde. Alors évidemment, tu en as 2-3 américaines qui trustent les premières places, mais HEC est quand même vachement bien placé au niveau mondial. C'est ça. Et d'ailleurs, cette année, le Master in Management a été classé au top 1 mondial. Bon, il y a toujours plusieurs classements, il y a les écoles de commerce, il y a les universités, etc. Mais oui, en tout cas, c'est une école d'une dimension, dimension internationale. Alors, effectivement, tu l'as rappelé, c'est la première fois qu'ils intègrent un sportif de haut niveau dans leurs effectifs étudiants. Il y a certaines écoles qui sont très connues pour ça. Au niveau business, l'EM Lyon. Au niveau sciences humaines, sciences politiques, Sciences Po. Ingénieurs, les INSA, notamment l'INSA Lyon. HEC, c'est vraiment la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, en dehors de t'aménager tes horaires de cours et donc te laisser plus de possibilités pour les entraînements? Est-ce que ça veut dire aussi une bourse d'études? Est-ce que ça veut dire aussi d'autres aménagements? Et puis surtout, est-ce que ça ouvre la porte à d'autres sportives et sportifs de haut niveau pour intégrer HEC? Oui, alors, comme tu as dit, c'est une première HEC Paris. Et je pense que pour eux, l'avantage, c'est aussi de mettre en avant la pluralité des profils qu'ils peuvent avoir dans leur parcours. Il y a des ingénieurs, des mathématiciens, des scientifiques, des juristes et aujourd'hui des sportifs. Et bien sûr, j'espère que ça pourra ouvrir la porte à d'autres pour les années suivantes. Et bien entendu, on essaye en ce moment de discuter de potentiels financements pour ma pratique, et je sais aussi qu'ils ont une fondation qu'on appelle la Fondation HEC, qui ont pour habitude de financer des projets un petit peu atypiques. Et aujourd'hui, on est en pleine discussion pour pouvoir débloquer des financements ou des partenariats pour ma pratique sportive. C'est vraiment très très nouveau et je ne sais pas ce qui pourra se faire d'ici la fin d'année et pour les années suivantes. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qui peut être discuté ces derniers temps au sein de HEC Paris. Eh ben écoute, j'espère qu'effectivement tu es une porte pour d'autres sportives et d'autres sportifs de haut niveau français pour pouvoir avancer sur ce double projet. On reviendra un petit peu sur le double projet et puis les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, même si les inconvénients, on les imagine bien, c'est des emplois du temps très chargés, pas mal de stress, pas mal de charge mentale. Je voudrais rester un petit peu sur toi, Patrice. Tu nous as dit que tu as 26 ans, tu es athlète de niveau. Bon, le sport, comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à toi? Comment il était le petit Patrice jeune quand il a découvert le sport? En fait, il faut savoir que j'ai commencé le sport assez tôt. Et au début, je faisais pas de l'athlétisme, je faisais du football, comme beaucoup de jeunes. Donc j'ai commencé à 7-8 ans. Et il faut savoir qu'au départ, j'étais très intéressé par l'athlétisme. J'adorais vraiment regarder les championnats du monde et les JO à la télé. Et c'est vraiment le sport que je voulais commencer. Sauf que quand je suis parti faire ma visite médicale chez le médecin, il m'a plutôt conseillé de faire du foot pour être un peu plus entre guillemets intégré dans ma ville, parce que c'est ce que la plupart des jeunes faisaient à cette époque. J'ai fait 10 ans de foot et je suivais toujours l'athlétisme un petit peu de loin. Et le déclic, je l'ai eu en terminale. Parce que j'avais pour ambition de faire un sport-études aux États-Unis et je savais qu'ils offraient des bourses pour les sportifs, mais pour le foot, il fallait avoir un niveau national que je n'avais jamais eu, et je savais que j'étais réputé pour courir assez vite, donc je me suis dit pourquoi pas essayer l'athlétisme. Donc je me suis lancé comme challenge en terminale de commencer l'athlé et d'obtenir un niveau national en l'espace d'une année. Et dans mon entourage, on me prenait un petit peu pour un fou parce que j'avais jamais pratiqué ce sport. Et finalement, je me suis vraiment donné corps et âme pour ce projet-là. En l'espace de 4 mois, je me suis classé dans le top 10 français de ma catégorie en junior. J'ai pu décrocher ma bourse aux États-Unis. Et voilà un petit peu comment j'ai commencé l'athlé. Donc j'ai surtout fait beaucoup de foot et j'ai commencé l'athlé assez tard, donc en terminale. Moi, je rigolais un petit peu, je faisais une tête bizarre quand tu parlais de foot parce que, en fait, pour moi, le foot, il y a certaines petites choses qui mérissent et notamment certaines valeurs qui sont parfois pas
en accord avec les miennes, en tout cas d'un point de vue sportif. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de croiser pas mal de sportifs de haut niveau, ou même pas mal de sportifs tout simplement amateurs de très bon niveau, qui venaient du foot. Alors on n'enlèvera pas ça à ce sport. Déjà, c'est très populaire, c'est très accessible, et notamment pour les jeunes, voire pour les très jeunes. Puis mine de rien, quand on le pratique correctement, ça crée pas mal de caisses, pas forcément de l'endurance, mais ça crée tout le foncier d'intensité. Quand vous vous mettez à courir sur un terrain, c'est du fractionné. Donc, vous faites des 30-30 sans même vous en rendre compte, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et je pense aussi que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé l'athlétisme. Comme tu as dit, ça permet d'avoir un certain foncier. Donc, forcément, voilà, je suis arrivé en athlé, j'ai eu des résultats assez rapidement. Mais je venais pas de nulle part non plus. Je pense que 10 années de foot, avec des matchs de 90 minutes, des entraînements, peut-être 2 à 3 fois par semaine, ça forme aussi. Donc, oui, en effet, ça donne pas mal de qualité physique. Bon, et finalement, du coup, en terminale, quand tu te lances dans ce projet d'avoir un niveau national en athlétisme, tu pratiques toujours le foot ou pas ? Non, j'avais complètement arrêté. Ah non, c'était pas possible parce que déjà, il faut savoir que j'étais en terminale S. Et c'est une terminale qui était déjà très, très exigeante. Donc, rajouter 4 entraînements d'athlétisme sur le côté, c'était déjà inhumain. Donc, oui, non, rajouter du foot, c'était juste impossible. Et pour te parler un petit peu de cette année, en fait, cette année, elle a été vraiment, vraiment difficile, je dirais. Je pense que ça a même été l'année la plus difficile que j'ai vécue. 4 entraînements par semaine, j'avais des cours toute la journée. Et pour la petite anecdote, en fait, en terminale S, on avait ce qu'on appelait des devoirs communs le jeudi. Souvent le mercredi, j'avais cours de 8h jusqu'à 18h. Et ensuite, en rentrant, j'allais directement à l'entraînement. Et après l'entraînement, je rentrais vers 21h30. Donc là, je commençais à travailler à 23h jusqu'à peut-être 1h du matin. Et je faisais ce que moi, j'appelais des siestes. C'est-à-dire que je dormais de 1h du matin jusqu'à 5-6h. Ensuite, je me réveillais, je reprenais mes révisions et j'allais directement en cours. C'était déjà assez éprouvant, on va dire. Donc non, rajouter du foot sur le côté, c'était juste impossible. Mais finalement, déjà en terminale, alors que tu n'étais même pas encore sportif de haut niveau, tu avais déjà mis en place cette espèce de double projet, un projet sportif, un projet d'études. Le bac, ça s'est soldé comment ? Finalement, j'ai réussi à avoir une mention bien. Donc je pense que cette année, ça a été une réussite. Et oui, en fait, assez tôt, j'ai compris que c'était important de faire des études. Parce que voilà, le sport, c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Il y a des risques de blessures, il y a des risques de ne pas réussir. Et même quand on réussit, il y a certains sports comme l'athlétisme justement, qui sont pas réputés pour être les plus rémunérateurs. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment important d'assurer une scolarité. Je pense qu'il y a de l'argent dans l'athlétisme, mais c'est assez hétérogène. Je dirais que si on fait partie vraiment des meilleurs mondiaux ou alors des meilleurs nationaux dans certains pays, on peut bien gagner sa vie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et pour moi, c'était vraiment important d'avoir une solidité derrière, quoi. En tout cas, un bagage. Ouais. Mais tu sais que ça, c'est le cas dans quasiment tous les sports. Bon, forcément, si tu viens du foot, pour toi, intégrer une équipe, semi-pro, pro, t'as tout de suite un beau salaire. Et quand tu fais partie effectivement des meilleurs, t'as encore un très très gros salaire. Mais sinon, en fait, il n'y a que les meilleurs qui arrivent à s'en sortir. Et encore, parce qu'il faut y rester au plus haut de l'affiche, monter toujours sur la plus haute marche. Et puis après, de toute façon, il y a un moment où la reconversion sonne le glas. 25, 30, 35 ans, suivant les sports, et il faut se réinventer. Soit parce qu'on ne peut plus pratiquer au plus haut niveau, soit parce qu'on est blessé, soit parce que il va falloir à un moment mettre le pied dans la vie active, non ? C'est ça, c'est sûr. Après, comme tu dis, c'est des difficultés qui sont rencontrées dans pas mal de sports. Il faut quand même avouer que quand on regarde des sports comme le football, par exemple, les rémunérations par rapport aux autres sont vraiment exorbitantes. Oui, comme tu dis, dans tous les sports, il y a cet enjeu-là, c'est sûr. Je pense qu'au niveau de l'athlétisme, ça vient aussi peut-être de ce qui a été mis en avant par Pierre Morat dans son film Free to Run, où il revient sur ce côté amateur de l'athlétisme. Pendant de nombreuses années, on n'avait pas le droit d'être coureur en athlétisme de haut niveau et être professionnel, donc être payé pour sa pratique du sport. Ça a changé ces dernières années, mais par rapport à ça, le foot, le vélo, il y a beaucoup de sports qui ont pris beaucoup d'avance sur l'athlétisme pour pouvoir rémunérer ces athlètes. En tout cas, j'espère que dans les années à venir, je pense que ce serait une bonne chose pour les athlètes des générations futures.
parce que je pense que voilà, c'est un sport qui a besoin d'être soutenu, d'être aidé. Bon, écoute, c'est avec des gens comme toi que j'espère on va pouvoir faire changer les choses, déjà en pouvant intégrer des écoles de haut niveau comme HEC avec des doubles projets. On a parlé un petit peu de toi, de ta pratique du sport. Je voulais revenir sur le cadre familial. Est-ce que tes parents étaient ou sont des sportifs, voire des sportifs de haut niveau ? Alors bon, je dirais que mes parents n'étaient pas très sportifs. Après, mon père, dans sa jeunesse, il a fait un petit peu de sport, notamment du foot. Et il avait tendance un petit peu à s'en vanter en disant que voilà, à l'époque, c'était un joueur qui avait quand même pas mal de qualités. Mais non, on va dire qu'il n'était pas très sportif. Voilà, il suit beaucoup le football, notamment le Paris Saint-Germain. Mais ils ne sont pas très, très sportifs, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de se lancer dans un projet, d'avoir un niveau national, voire international, d'aller décrocher une bourse d'études aux États-Unis? Qui t'a transmis cette envie? Qui t'a transmis ces valeurs? Comment est arrivé le déclic en fait? Il y a eu quelque chose. Bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui a provoqué le déclic, c'est vraiment ce que j'ai pu voir à la télé finalement. Voilà, comme je t'ai dit, je regardais les grands championnats et quand je voyais notamment l'équipe de France ou les plus grands sprinteurs comme Usain Bolt rayonner à l'international, pour moi c'est un truc qui me faisait vraiment rêver. Alors quand j'étais plus jeune, je m'étais pas forcément dit que c'était possible pour moi d'atteindre un certain niveau. Donc c'était resté au stade du rêve, on va dire. Donc voilà, j'étais juste admiratif par rapport à ces gens-là. Et finalement, en grandissant, j'ai vu que j'avais des qualités athlétiques, même au foot. Il fallait quand même me démarquer par rapport à mes capacités athlétiques. Je courais vite, j'étais assez solide. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que je me suis rendu compte de mes qualités, que je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire finalement dans le sport. Et c'est là que ce rêve, entre guillemets, est devenu un objectif. Et je me suis dit, surtout avec mon esprit de compétiteur aussi, pourquoi pas aller chercher ce challenge et essayer de repousser mes limites à atteindre le plus haut niveau sportif possible. Je voulais revenir sur la petite phrase que tu as dite. Quand tu étais jeune, tu rêvais de ça, mais tu te disais que tu n'y arriverais pas. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a limité? En fait, ce qui m'a limité, c'est pour moi, toutes les personnes qu'on voyait à la télé étaient d'un autre niveau en fait. C'est-à-dire que c'était pas forcément les sportifs, même les acteurs, les politiciens. Pour moi, il y avait une déconnexion entre ce qu'on pouvait voir à la télé et la réalité. Et c'est pour ça que je mettais tellement de distance entre les deux que pour moi, c'était juste impossible. C'était juste impossible. Et puis même, comme je t'ai dit, j'ai commencé par le foot. Et encore une fois, le foot, j'avais des qualités, mais j'étais pas extraordinaire non plus. Donc, il n'y avait aucun domaine sportif dans lequel je voyais vraiment que je pouvais exceller. J'y pensais pas forcément comme un objectif. Mais en grandissant avec la puberté, le corps qui se développe, les capacités qui s'expriment, là on commence à voir que y a quelque chose à faire et du coup ça devient une réalité en fait. Comme je le disais tout à l'heure pour HEC qui ouvre ses portes aux sportifs de haut niveau, j'espère que tu seras aussi la voix de tous ces petits jeunes qui se disent j'aimerais bien, mais finalement je peux pas, et que en persévérant, pas forcément en persévérant dans l'entraînement, mais en persévérant dans ses rêves, et qu'à un moment les rêves, tu te dis il y a peut-être un truc à faire, et la preuve, parfois les rêves deviennent réalité. Bien sûr, et pour ajouter quelque chose, je dirais même que la toute première étape en fait c'est d'y croire. Parce qu'à partir du moment où tu n'y crois pas, en fait tu vas pas travailler pour, tu seras pas motivé pour, tu seras pas déterminé et il va rien se passer derrière. Donc n'y croire c'est pas suffisant, mais c'est la première étape et elle est essentielle pour moi. Pour boucler un peu sur toi et sur ton profil, quels sont tes objectifs à court terme? Parce que tu l'as dit, là on est dans la saison 23-24, cet été il y a une petite fête de campagne qui se prépare à Paris, on parle des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris 2024, est-ce que c'est dans tes objectifs? Alors c'est dans mes objectifs, maintenant pour te parler des objectifs un peu plus court terme, donc là je dirais que cet hiver par exemple j'aurais aimé je vais être champion de France universitaire. Bon, c'est vrai qu'en fait l'universitaire est considéré comme moins challengeant que le championnat fédéral, mais en fait pour moi c'est important d'avoir ce titre que je n'ai jamais eu finalement, parce que chaque année je faisais pas les championnats universitaires. Pour moi c'est important de l'avoir parce qu'aujourd'hui je me définis comme un athlète étudiant, donc symboliquement il me faut ce titre. Et après forcément je vais aussi aller chercher un podium pour le championnat de France élite.
Et après, pour la suite, comme tu dis, il y a une campagne, il y a une campagne qui s'organise cet été. Donc, ça sera plus si affinité. Est-ce que tu as déjà ton billet pour les JO? Alors pas pour aller voir, mais pour y participer, ou les qualifs sont encore en cours? Les qualifs sont encore en cours. Tout ce qui va se passer cette année sera pris en compte. Après, forcément, pour les sélections, on regarde un petit peu l'évolution des athlètes sur les dernières années. Mais pour l'instant, rien n'est joué. En tout cas, quand je regarde le sprint français, je pense qu'il y a pas vraiment de tête d'affiche pour lesquelles tu te dis que c'est sûr à 100% qu'ils y seront, il n'y a aucune place à prendre. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer cette année. Après, forcément, il y a des habitués de l'équipe de France qui seront très certainement au JO. Tout est possible et tout va se jouer cette année, je pense. Ouais. En parlant des têtes d'affiche de l'équipe de France, est-ce que toi, tu les rencontres, tu échanges régulièrement avec eux? Est-ce que tu les vois pendant des stages de préparation de l'équipe de France? Alors, je les vois et je fais aussi des compétitions face à eux. Comme tu l'as cité tout à l'heure, j'ai fait le championnat de France élite cet été. Donc oui, c'est des gens qu'on côtoie, que ça soit en compétition, bon, pas à l'entraînement parce qu'on s'entraîne pas aux mêmes endroits. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Après, je suis pas forcément toujours en contact avec eux à travers des messages, des appels. Mais en tout cas, oui, on est dans le même environnement, on se côtoie, on se voit et voilà, on est plus ou moins tous dans le même environnement. Ouais. Patrice, pour toi, le sport, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu définirais ce mot? Alors, pour moi, le sport, ça représente énormément de choses. Personnellement, avec l'état d'esprit dans lequel je me suis mis ces dernières années, pour moi, le premier mot qui vient quand j'entends le sport, c'est la compétition. Parce que moi, voilà, j'adore gagner et à chaque fois que je fais du sport ou quelconque activité, mon premier objectif, c'est de gagner. Après, à côté de ça, le sport, c'est énormément de valeurs. Il y a le respect, il y a la solidarité, il y a aussi le partage. Et d'ailleurs, je pense même que grâce au sport, il est possible vraiment de créer des liens entre les différentes personnes. Tout à l'heure, par exemple, tu as cité le foot. Comme tu l'as dit, c'est un sport qui est populaire et c'est un sport aussi qui permet aux gens vraiment de faire des rencontres, de partager, de s'intégrer. Et aujourd'hui, dans n'importe quel environnement, tu mets un ballon de foot, les gens ils vont trouver le moyen de s'amuser. Pour moi, c'est de la compétition, c'est beaucoup de valeur. Et je pense que c'est vraiment un truc qui devrait être beaucoup plus mis en avant, en tout cas en France. Parce que, que ce soit dans les programmes scolaires, dans la société, j'ai l'impression que c'est pas assez valorisé. On a parlé du sport, et maintenant j'aimerais que tu me parles du sport de haut niveau. D'ailleurs, une petite précision. Tu étais sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau jusqu'en 2017. Tu n'y es plus actuellement? Non, j'y suis plus. J'ai été sur liste ministérielle lorsque j'étais en junior. Et en fait, ça, c'était avant mon départ aux États-Unis. Donc il faut savoir que moi, j'ai fait un sport-études aux États-Unis. Et là-bas, j'ai une blessure qui était assez grave, je dirais, en fait, qui s'est étalée sur plusieurs mois. Donc c'est une période où j'ai pas performé. Et du coup, j'ai été retiré des listes ministérielles. Et ensuite, je suis passé en senior. Et là, forcément, en senior, les prérequis sont totalement différents pour entrer sur liste. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, hein, tu mentionnais un petit peu le côté amateur du sport de haut niveau. Et en fait, pour moi, ça fait écho un petit peu à toutes ces histoires de liste ministérielle. Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est que les conditions pour y accéder, en tout cas en senior, sont tellement exigeantes que parfois, en fait, on réalise pas le travail qui peut être fait par d'autres athlètes, en fait, qui pour moi sont des athlètes de haut niveau, mais qui ne sont pas sur liste. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que du coup, ils sont pas considérés comme des sportifs de haut niveau, alors qu'ils travaillent comme eux, comme tout athlète de haut niveau, et c'est pas valorisé, ce que je trouve assez dommage. Et toi, ça ne t'handicape pas, déjà, dans tes études, et ensuite, pour une éventuelle qualification pour les JO, de ne pas être sur la liste ministérielle? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être inscrit sur les listes ministérielles? Alors, déjà, pour une qualification aux JO ou une sélection en équipe de France, c'est pas forcément un problème parce qu'en fait, si par exemple on voit que l'athlète fait un niveau de performance requis pour pouvoir être qualifié à un championnat international, on peut le mettre sur liste de haut niveau assez rapidement. On va t'envoyer faire des tests d'effort, des visites médicales, etc. Ça peut se faire assez rapidement. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte d'être sur liste? En fait, dans la société, ça peut faciliter pas mal de choses.
Parce qu'en fait, moi, par exemple, la difficulté que j'ai eue ces dernières années, c'est que à chaque fois, j'ai dû demander des aménagements pour le sport de haut niveau. Et souvent, la question qui vient, c'est est-ce que vous êtes sur liste ministérielle? Et concrètement, quand on n'est pas sur liste ministérielle, et du coup, on doit rentrer dans un process où on doit justifier notre pratique, mettre en avant nos résultats, on doit faire vraiment tout un travail autour de ça pour pouvoir être considéré comme un sportif de haut niveau et avoir des aménagements et autres. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut être dur en fait, d'allier le sport de haut niveau et les études. Si on est une école et qu'on prend que les athlètes de haut niveau sur liste ministérielle, ben on va se rendre compte qu'on va passer à côté de beaucoup de talents. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, HEC Paris a pris en compte les résultats que j'ai pu avoir dans le sport. Parce que, en athlétisme en tout cas, en étant sur liste ministérielle, c'est très dur de pouvoir accéder à certains cursus universitaires, par exemple. Maintenant que tu as défini ce que c'était pour toi le sport de haut niveau, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? C'est un mélange, en fait, de passion et de travail. Quand on pense au sport au niveau ordinaire, on va dire, la passion suffit. Dans le sens où, j'aime le foot ou j'aime pratiquer tel sport. Le week-end, je vais rejoindre des potes, on va s'organiser une partie, on va jouer. Alors que non, le sport de haut niveau, c'est pas ça. La passion ne suffit pas. Il faut du travail parce que même quand on a du talent, même quand génétiquement on a des prédispositions, en fait, on peut pas continuer dans le sport de haut niveau si on n'a pas cette dimension de travail, de rigueur, de consistance et de détermination, en fait. Voilà, pour moi, il faut l'aspect travail, mais il faut aussi l'aspect passion. C'est beaucoup de souffrance, on va dire. Et ce qui permet aussi de tenir dans la durée mentalement, c'est le fait d'aimer ce qu'on fait. Bon, je vais te parler des entraînements d'athlétisme. Franchement, je pense que ça fait partie des sports les plus éprouvants. Et si j'aimais pas ça, je pourrais pas continuer. Je pourrais pas me dire, je fais ça juste pour l'argent, juste pour la gloire ou quoi. Non, il faut cette dimension passion. Et pour moi, les deux sont indispensables pour le sport de haut niveau. Donc passion et travail, c'est comme ça que je le verrai. Merci pour cette belle définition. On sent l'énergie, on sent la banane, on sent la patate, on sent que ça vient du cœur. Ouais, non, totalement. Tu nous parlais rapidement tout à l'heure de l'aménagement de ton emploi du temps avec l'école. Tu peux nous parler un peu d'une journée type de Patrice? À quoi ça ressemble? Je vais te prendre ma journée du lundi. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai un emploi du temps aménagé, donc j'ai cours lundi matin. Petit déjeuner. On dit souvent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, surtout pour un sportif. Donc j'ai cours généralement de 8h jusqu'à 11h, 11h30. Et de là, je reste un petit peu sur le campus et aussi réseauter de temps en temps. Et suite à ça, je rentre chez moi. Après, il faut savoir que moi, je suis assez loin d'HEC Paris. C'est à 2 heures de chez moi. Donc heureusement que j'ai que 2 matinées de cours parce que les trajets sinon me pomperaient beaucoup d'énergie. Je rentre chez moi et tout de suite je dors. Parfois des siestes qui vont jusqu'à 2h, 2h30. Pour l'instant c'est la reprise, donc j'ai des entraînements d'à peu près 2 heures par jour, ce qui est assez peu en fait. Et dans un rythme normal, je vais avoir entraînement du lundi au vendredi de 16h à 20h. En rentrant de l'entraînement le soir, je mange un petit peu et je travaille un petit peu quand j'ai du temps. J'ai oublié les nuits blanches, tout ça, parce qu'en fait, j'ai compris que déjà, quand on est jeune, c'est pas très bon pour le corps, pour la performance. Mais surtout quand on a 26 ans, c'est des choses qui peuvent pas être viables sur le long terme. Et surtout quand on pense aux blessures, etc. Donc aujourd'hui, c'est des choses que j'ai arrêtées. Tu vois, on rebondit un petit peu sur ce qu'on se disait en off. 26 ans, sportif de haut niveau, double projet avec les études. Tu fais preuve d'une telle maturité, c'est impressionnant. On a l'impression que tu as déjà vécu une vie pour comprendre que pour pouvoir performer aussi bien dans les études que dans le sport, il faut manger, il faut se reposer, il faut avoir un agenda cadré. Bravo, félicitations. Merci. Non, c'est vraiment important parce que, déjà quand on fait que du sport, c'est des choses à savoir, et encore plus quand on a différentes activités. Notre temps, il est précieux, l'énergie aussi qu'on utilise, elle est précieuse, donc il faut être vraiment au courant de toutes ces choses-là, c'est super important. Hein. Tu parlais de la blessure, notamment la blessure qui t'a rattrapé quand tu étais en sport-études aux États-Unis. Comment est-ce qu'on vit la blessure quand on est sportif de haut niveau ? En fait, ça dépend de la maturité et de l'expérience, mais moi, pour les premières blessures que j'ai pu avoir, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce qu'en fait, c'était des périodes pendant lesquelles on ne peut pas pratiquer notre sport de manière ordinaire. On voit les autres évoluer, avancer, faire des performances pendant que nous, on est bloqués. Et surtout aussi,
pour certaines personnes, ça peut remettre pas mal de choses en question. Dans le sens où, moi, par exemple, j'ai traversé l'Atlantique, l'océan Atlantique pour aller aux États-Unis. Donc, j'ai vraiment bâti ce projet-là. Pour moi, c'était vraiment un projet très important. Et de se dire que une blessure peut tout remettre en question, peut tout arrêter, bah, en fait, ça fait réfléchir. Et pour moi, en fait, ça a vraiment appuyé le fait que bah, avoir un bagage sur le côté, c'est super important. Parce qu'en fait, avec le sport, avec une grosse blessure, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais par contre, en grandissant et en prenant de l'expérience, j'ai commencé à voir les blessures différemment. En fait, je pense notamment à l'athlétisme. Je pense que les blessures, c'est des choses qui sont limite inévitables, en fait. Parce que, voilà, on essaie de repousser nos limites, les limites physiques tous les jours. Et forcément, quand on rentre dans nos limites, dans la zone rouge, bah, il y a des petits pépins musculaires, c'est normal. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est vraiment de savoir gérer les timings et l'intensité des blessures, en tout cas des douleurs qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, si par exemple je me blesse, je vais pas tout remettre en question. Je vais plutôt me dire, voilà, c'est normal, je vais récupérer, il faut rester concentré, motivé, et ça va passer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour les meilleures performances que j'ai pu avoir, que ce soit les médailles ou mes meilleurs chronos, je les ai jamais fait quand j'étais en pleine forme. J'avais toujours une douleur quelque part, que ce soit au genou, à l'ischio, etc. Et c'est là que tu te dis, bah, les blessures, en fait, c'est pas ce qui doit arrêter un sportif. Limite, il faut savoir vivre un petit peu avec. Et de l'expérience que j'ai des échanges avec des sportifs et des sportifs de haut niveau, et notamment avec le Covid, on se rend aussi compte qu'une petite période de repos forcé, c'est une des meilleures choses qui puisse arriver pour le corps d'un athlète. C'est vrai. Et pour être honnête avec toi, y a certaines périodes où tu es blessé, où tu vas pas aux entraînements et tu commences un petit peu à reprendre goût à la vie de non-sportif. C'est-à-dire que, bah, en fait, tous les soirs, tu as du temps et tu te dis, ah ouais, mais en fait, on se rend pas compte à quel point le sport de haut niveau prend de la place dans la vie de quelqu'un. Pour être honnête, il y a parfois des petites périodes de blessures pendant lesquelles j'ai un peu profité de la vie, on va dire. Mais après, assez rapidement, le manque commence à se faire ressentir. En plus de la journée d'études, en plus de la journée d'entraînement, en plus de la charge mentale liée à tout ça, et tu viens de dire, c'est quand on se blesse et qu'on est forcé de se reposer, qu'on commence à retrouver ce que c'est que la vie de non-sportif, à reprendre entre guillemets goût au reste, et on se rend compte qu'on a un petit peu de temps, et donc à quel point le sport de haut niveau peut prendre du temps. À côté de tout ça, il y a aussi la recherche de partenaires, de sponsors, de soutien financier. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu finances ta carrière, tu finances tes études, tu t'achètes des pâtes, tu mets du beurre dans tes pâtes, voire même de temps en temps tu mets un petit peu de viande. Bah, aujourd'hui, il faut savoir que j'ai pas de sponsor. Je suis aidé par mon club qui verse des petites primes et des petites aides pour tout ce qui est déplacement, compléments alimentaires, etc. Mais comment je finance ma pratique c'est essentiellement grâce à mes économies. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'athlé, j'ai eu des résultats assez rapidement. Et du coup, forcément, j'ai reçu des aides financières de mon département. Et notamment aussi, pendant la période où j'étais sur liste ministérielle, j'ai pu avoir quelques subventions, etc. C'est des choses que j'ai gardées précieusement. Et il y a aussi des périodes de ma vie où j'ai beaucoup travaillé. Notamment à mon retour des États-Unis, en fait, j'ai pas repris les études tout de suite. J'ai d'abord travaillé pendant 1 an. J'avais mon travail et le sport sur le côté. J'ai accumulé des économies qui font qu'aujourd'hui, je réussis à vivre, entre guillemets, à financer ma pratique. Mais c'est quelque chose qui peut pas durer éternellement. Et bien entendu, à un moment donné, il faut un sponsor. Et cette année, je commence à y travailler. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait ces dernières années pour 2 raisons. La première raison, c'est un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Et je suis obligé d'en parler parce que je suis certain que tu as énormément de sportifs qui ont ce syndrome-là, dans le sens où, pour nous, on n'a pas un niveau de performance assez élevé qui justifierait, par exemple, d'avoir des sponsors. Et du coup, je pense qu'il y a énormément de sportifs qui se censurent en se disant, ça sert à rien que j'aille chercher tel sponsor parce que j'ai pas le niveau, on va pas me calculer et autres. Alors qu'en fait, non. On se rend pas compte à quel point le marketing peut être parfois très efficace. Et il faut se dire que parfois quand on a des
performances intéressantes, même si elles sont pas non plus extraordinaires, il faut pas hésiter à toquer aux portes, à demander, parce qu'il y a toujours des financeurs qui sont prêts à accompagner des sportifs. Donc voilà, tu avais ce syndrome de l'imposteur et tu avais aussi forcément le fait que je sois impliqué dans différentes activités. C'est-à-dire que voilà, j'avais le sport, j'avais les études, j'avais l'associatif et tout ça faisait que mon énergie était déjà bien consommée. Et j'avais pas forcément tout ce temps d'aller chercher des sponsors, d'aller démarcher, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment compris qu'il fallait pas se censurer. Et c'est vraiment un truc sur lequel je travaille et j'espère que prochainement, on va décrocher un sponsor. Ça serait extraordinaire. Est-ce que les clubs, la Fédération française d'athlétisme, éventuellement HEC, t'aident pour ces choses-là? Ou t'es vraiment en roue libre, tu te débrouilles tout seul? Mon club, oui, ils m'aident déjà financièrement. Et surtout nous accompagne dans la recherche de sponsors. Après, bien entendu, généralement, on attend quand même un certain niveau de performance. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est aussi griller des cartes, d'aller toquer à toutes les portes quand on n'a pas un dossier qui est assez significatif. Et parfois, je pense que les clubs font le choix d'attendre un petit peu certains résultats pour pouvoir aller contacter des sponsors. Pour HEC Paris, je viens d'intégrer l'école. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place, mais bien sûr, c'est des sujets qui ont déjà été abordés et je suis certain qu'ils vont m'aider à trouver des financements et des sponsors, des partenariats ou autres. Après, en ce qui concerne la Fédé, je pense que la fédération s'intéresse uniquement aux sportifs qui sont listés sur liste ministérielle, pardon. Moi, aujourd'hui, c'est plus mon cas. En tout cas, nous, avec Vestiaire, on va essayer de t'aider. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez filer un coup de main à Patrice dans son projet, dans sa démarche, et puis le faire garder ses économies, notamment pour payer son billet pour aller au JO, vous pouvez vous connecter sur vestiaire.org/Patrice, et puis il y aura une petite page de collecte de fonds. N'hésitez pas à contribuer et à faire passer le mot. Une dernière question pour toi sur le sport, sur ton environnement. Est-ce que tu as créé une équipe, une team autour de toi pour t'accompagner, que ce soit pour gérer tes réseaux sociaux, pour la prépa mentale, pour le coaching, les soins médicaux, paramédicaux, on pense aux kinés, on pense aux médecins, on pense à toutes ces choses-là? En fait, j'ai commencé à me constituer une petite équipe, on va dire. Déjà, il faut savoir que dans notre groupe, on a deux coachs. On a deux coachs qui nous accordent toute leur attention et ça, je pense que c'est déjà une bonne première étape. Ensuite, oui, j'ai l'habitude de voir la même ostéopathe, le même médecin. Tout ce qui est préparation mentale, diététicien, etc. Pour l'instant, je suis pas suivi à ce niveau-là. Et justement, tout à l'heure, on a parlé de l'accompagnement de mon école. Ils vont notamment essayer de me mettre en relation avec ce type de professionnels. Mais voilà, on va dire que c'est vrai que je suis un petit peu en roue libre. Et c'est pour ça que, franchement, de l'aide, de l'accompagnement serait vraiment la bienvenue. Parce que je pense que tout cet environnement-là aussi participe forcément à la performance. Il n'y a pas que l'entraînement, il n'y a pas que le talent, il y a aussi tout ça. Être accompagné, c'est vraiment essentiel et c'est ce que je suis en train d'essayer de construire aujourd'hui. Peut-être qu'un petit coup de pouce pourrait m'aider à aller plus vite. L'appel est lancé. N'hésitez pas à revenir vers nous ou à contacter directement Patrice. On mettra toutes les coordonnées dans les notes de l'épisode. Patrice, est-ce que tu te verrais vivre sans l'athlétisme ? Alors, actuellement, non. Et c'est une question que je me suis déjà posée d'ailleurs. J'ai arrêté les compétitions pendant plusieurs années. Et en fait, j'ai repris que l'année dernière les compétitions. Et franchement, pendant cette période-là, je me suis rendu compte à quel point je pouvais pas arrêter l'athlé. En tout cas, pas maintenant. Et je me dis que plus tard, si je vais pas jusqu'au bout de ma pratique, je me dis que plus tard, c'est sûr que j'aurai des regrets. Donc voilà, je sais que ça va s'arrêter un jour parce qu'un jour, mon corps, il pourra plus assumer les entraînements de haut niveau. Mais en tout cas, actuellement, tant que je peux, je ne peux pas vivre sans ce sport. Bon, écoute, la catégorie Master 10, c'est plus de 84 ans, donc t'es encore pas mal. Ouais, non, après, je pense pas que j'irai jusque-là. Forcément, j'aurai d'autres projets professionnels et autres. Donc, ouais, non, je me verrai pas faire ça. Mais en tout cas, là, je profite tant que je peux et vraiment, je vais me donner à fond. Mes dernières années, je vais me donner à fond. Croquer la vie à pleines dents, carpe diem. Juste peut-être un petit message. Comme tu as dit, voilà, j'aimerais aujourd'hui être un exemple pour les futures générations qui aimeraient allier le sport de haut niveau et les études, en les encourageant, en leur disant que c'est possible de le faire et que même si aujourd'hui le système français ne favorise pas forcément ce double projet, avec de la motivation, de la détermination et des résultats, il est possible de créer des choses. Quand je suis arrivé dans le sport de haut niveau,
des parcours de sport-études en France, ça existait presque pas en fait. Et on voit qu'au fur et à mesure, lorsque les écoles ont accès à certains profils de sportifs, à certains potentiels, ils voient qu'il y a quelque chose à jouer. Et vraiment, en étant très déterminé, en ayant le courage de toquer aux portes, de demander des choses, voilà, des choses qui peuvent se débloquer. Et du coup, pour tous ceux qui se demanderaient est-ce que je dois me lancer dans le sport parce que ça impliquerait que je plaque les études, que je mette un petit peu, entre guillemets, en péril mon futur, bah, franchement, il ne faut pas se poser ces questions-là. Essayer de faire les deux. Et vraiment, moi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour pouvoir créer un exemple et de se dire que le sport et les études, c'est aussi compatible. Je pense que c'est une très belle conclusion. Juste avant de te laisser partir, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Sur quels réseaux sociaux? LinkedIn, Instagram. Bon, je suis moins présent sur Facebook. Vous pouvez suivre mes actualités, etc., me suivre. Super. Et ben écoute, on suivra tout ça avec grand plaisir. On te souhaite une très bonne continuation pour ton double projet. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on espère qu'on te verra au moins à la télé si on n'a pas acheté les billets pour aller voir les compétitions au JO de Paris 2024. Super. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir participer à ton projet aussi. Je te donne beaucoup de force pour la suite. J'espère que tu auras l'occasion d'interroger des sportifs de plus en plus impressionnants. Donc voilà, beaucoup de courage pour ton projet. Et dans tous les cas, on reste en contact et on aura l'occasion d'échanger bientôt. Super. Merci Patrice. Ciao. Ciao. Alors, vous avez apprécié l'épisode? Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/Patrice pour en savoir encore plus sur notre invité du jour, Patrice Essele Sassa, et nous aider à le soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif. Partagez aussi un maximum cet épisode et les news de Patrice. Tous les liens vers ses réseaux sont aussi dans les notes de l'épisode. C'est grâce à vous que Patrice trouvera toutes les ressources pour étudier et travailler dur pour atteindre ses objectifs, avec déjà en ligne de mire un bel objectif avec Paris 2024. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours. Salut les sportifs!